Bon, on a un peu dépassé sur l'atelier précédent, donc on va un peu condenser. On voulait commencer, à ce moment-là, je veux bien que tu passes les... On voulait commencer par une anecdote. C'est une patiente qui a été suivie chez nous, née en 82, fumeuse, addiction au jeu, sédentaire, 1m65 pour 94 kg, sensibilisée aux acariens et aux chats. Elle a déjà été désensibilisée aux acariens, elle a un chat au domicile. Donc vous sentez un peu le truc qui va être un peu lourdingue, quoi. Hein. Vous sentez le truc, ok. Puis elle est suivie en pneumologie depuis un paquet d'années. En fait, elle va jamais bien. Elle a des nébulisations de pulmicorde depuis des années. Elle marche à ça, entre 2 et 4 par jour, ce qui fait une dose de corticoïdes systémiques, comprise probablement entre 10 et 20 mg par jour. Et avec ça, elle va jamais bien. Elle a des cures courtes en plus de ça. Elle est hospitalisée avec des corticoïdes oraux. Donc quand je la récupère, diapositive suivante, quand je la récupère, et ben en fait elle va super mal. Et en plus, elle a déjà bouffé ce qu'on n'arrivera jamais à bouffer comme corticoïde en 50 ans. Donc on est vraiment dans une circonstance extrêmement complexe. Diapositive suivante, puisqu'on a un asthme sévère, mal contrôlé, avec des effets potentiellement négatifs de la cortisone sur le long terme, et en plus des comorbidités sévères qui vont être très compliquées à prendre en charge. Le chat, l'obésité, la sédentarité, l'addiction au tabac et au jeu, enfin on voit que c'est compliqué. Donc en fait, la première discussion, parce que c'est pas si simple que ça quand on la voit en consultation, c'est retenez-vous le diagnostic d'asthme. Alors diapositive suivante, on va pas passer 3 jours, c'est réellement un asthme, il y a une histoire ancienne, il y a des symptômes compatibles, elle est améliorée sous corticoïdes oraux, elle a des EFR dans les limites de la normale, mais je vous rappelle qu'il y a un tiers des asthmatiques sévères qui ont des EFR dans les limites de la normale, et que ça n'exclut pas le diagnostic. Les EFR, c'est important, mais ce n'est pas la réponse à toutes les questions dans la pathologie. Diapositive suivante. Quelle stratégie diagnostique mettez-vous en place? Donc, ce que j'ai décidé de faire chez cette patiente, c'est de lui mettre une corticothérapie inhalée à forte dose, diapositive suivante, un atropinique de longue durée d'action. Déjà, qu'on réfléchisse un petit peu plus des corticoïdes oraux, même si c'est compliqué à utiliser à l'heure actuelle, les corticoïdes oraux, mais de temps en temps, ça met les gens en dehors d'une zone de danger. Et c'est quand même, ça reste un médicament qui est efficace, même si il est un peu, il a des effets secondaires qui sont très lourds. Elle avait en plus une obstruction nasale, mais pas de polypose nasosinusienne, mais il y avait assez de comorbidités comme ça. Diapositive suivante. Diapositive suivante. Et donc elle s'est retrouvée sous biothérapie, puisqu'on a quand même un asthme sévère, allergique et eosinophilique mal contrôlé, malgré un traitement de palier 5 du GINA avec des EFR normales. Et l'objectif des traitements, c'est l'objectif des biothérapies, c'est réduction de la fréquence et de l'intensité des exacerbations, réduction de la dose de corticoïdes systémiques et à terme, réduction de la dose de corticoïdes inhalés. Diapositive suivante. Sauf qu'elle, elle avait quand même un certain nombre de comorbidités qui étaient à mettre en place. Et la question, c'est, si j'ai quelqu'un qui fume, est-ce que je vais lui mettre une biothérapie? Si j'ai quelqu'un qui est allergique au chat et qui a un chat à la maison, est-ce que je vais lui mettre une biothérapie? Si j'ai quelqu'un qui est sédentaire et qui a un surpoids, est-ce que je vais lui mettre une biothérapie? Ou est-ce que je vais lui dire, écoute, je ne sais plus comment elle s'appelait, Cocotte, tu vas te... Pardon, pas Cocotte, c'est sexiste. Écoutez, madame, est-ce que vous pensez qu'elle va se remettre à bouger, à avoir une activité physique et à perdre du poids, alors qu'elle a bouffé des corticoïdes comme c'est plus possible, qu'elle a une qualité de respiration dans les petits exercices, même pas dans les petits efforts de la vie quotidienne, qui est très altérée, c'est un handicap majeur. Et en pratique, on peut faire tout ce qu'on veut, on n'obtiendra rien. Donc on lui a mis une biothérapie, diapositive suivante. Et donc petit à petit, on a réussi à diminuer les corticoïdes oraux, à sevrer les corticoïdes oraux, à faire en sorte qu'elle ait un asthme qui commence à être à peu près bien contrôlé. Et à partir de ce moment-là, parce que bizarrement c'est beaucoup plus facile d'avoir des projets quand on respire, à partir de ce moment-là, elle a accepté un certain nombre d'éléments qui dépassaient son asthme. Et donc, elle a commencé à accepter le suivi en addicto. Bon, c'est pas grave. Hein. Elle a commencé, diapositive suivante. Elle a commencé à mettre en place une activité physique régulière, ce qui est beaucoup plus facile à faire quand on respire. Et quand on a confiance dans sa respiration, vous savez, les asthmatiques, hein, au début, ils ont la ventouse, c'est une sorte d'objet contraphobique, et quand ils respirent bien, quelques années après, ils disent « mais je ne sais même plus où est ma ventouse ». Ça, c'est un signe de reprise de la confiance dans la respiration, c'est majeur en fait. Ça paraît tout con, mais en fait, c'est majeur.
Et donc elle a perdu du poids, elle a repris une activité physique, elle a perdu du poids, elle a progressivement arrêté de fumer, ça a été très compliqué. Diapositive suivante. Il n'y en a plus. Mais ça reste une vie compliquée parce qu'il n'y a pas très longtemps, elle a fait un canal lombaire étroit. Le chirurgien orthopédique a dit « Oh, mais c'est bon, la cortisone, ça va ». Il l'a opéré à la chirurgien orthopédique, vas-y, j'y vais. Et en fait, ses os, c'est de la dentelle. Résultat, elle a fait une brèche, une infection à staph, 3 mois d'hospitalisation. Et donc, c'est lourd les conséquences que ça a, parce que rien ne va être simple pour elle. Et d'ailleurs, même sortir de tout ça, rien n'a été simple. Donc, il faut prendre un peu la mesure de ces patients. J'avais des trucs encore. Non, vire, vas-y, fais ton truc. Je sais. Non, vas-y, fais ton truc. Non, vire. Okay. Vas-y, moi je tiens. Et donc, je voulais vous raconter cette histoire parce que c'est assez caricatural. Si on lui avait dit, écoutez, arrêtez de fumer, virez le chat, reprenez l'activité physique, perdez du poids et je vous mettrai une biothérapie, vous avez à peu près une idée de là où on serait? Ce serait l'échec total, voilà. Et donc, c'est une façon de répondre à la question en fait de cet atelier. C'est ma vision des choses. C'est pas forcément la vision de toutes les choses. Et puis cette vision est adaptée à cette patiente. Mais il faut faire attention avec ces patients parce que c'est pas des patients lambda, c'est des patients qui ont un handicap absolument majeur. Et c'est compliqué d'avoir des projets et d'obtenir des choses qui sont difficiles à obtenir quand on a une vie normale avec des patients asthmatiques sévères. Donc Sandrine travaille avec Cyril Morer à Montfermeil. C'est un des centres leaders en termes d'éducation thérapeutique en région parisienne et même en France. Et elle va nous raconter un peu l'expérience qu'ils peuvent avoir sur leur cohorte de patients asthmatiques qui a été suivie en ETP. Donc depuis 2001, on suit des patients asthmatiques, on les voit à l'école de l'asthme, on leur propose le TP. Et puis c'est vrai que plus récemment, on se disait qu'il fallait qu'on propose quelque chose d'un petit peu plus resserré au niveau de suivi des patients, et notamment des patients asthme difficiles. Parce que clairement, ils sortent de l'ETP, on identifie un asthme mal contrôlé, ok, asthme difficile, potentiellement asthme sévère, et comment je vais vers l'asthme sévère? Il faut qu'on puisse revoir les patients réguliers et les accompagner dans la prise en charge des comorbidités, facteurs aggravants et éventuellement aussi de leur traitement. Donc ces patients, on a suivi, quand on a arrêté là, le registre pour la présentation, 1228 patients suivis à l'école de l'asthme. Donc sur ces patients-là, 61% des asthmatiques qui prenaient un traitement avec une dose modérée, voire forte de corticoïdes inhalés, donc Palier, Gina 5, 4 ou 5. Donc ça représente quand même une grosse partie de ces patients. Et donc sur ces patients, il y avait 346 patients qui avaient un ACT inférieur à 15, donc non contrôlé. Et donc après leur avoir proposé évidemment toute la démarche de TP, je ne vous présente pas les démarches, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure qui m'a pris beaucoup de temps. On fait un bilan à la fois, on propose des séances d'éducation thérapeutique, mais on fait aussi un bilan clinique et paraclinique de leur asthme. Et ce qui permet de mieux connaître les patients, de savoir quelles sont éventuellement les comorbidités qui peuvent aggraver leur asthme et de savoir du coup qu'est-ce qu'il va falloir qu'on leur propose derrière. Bien sûr, on se base aussi sur des auto-questionnaires. Attention, on sait bien que c'est du déclaratif, mais au-delà d'avoir des indicateurs, ça nous permet aussi d'ouvrir la discussion parce que parfois, je ne sais pas si vous connaissez par exemple... Tout le monde connaît le Morisky? Ouais, tout le monde connaît la HAD. Il y a des questions qui concernent l'observance du traitement. Oui, alors si je coche non partout, c'est que tout va bien. Mais finalement, si on creuse un petit peu, on pose des questions ouvertes. Mais alors, par exemple, là, c'est quand la dernière fois que vous avez pris votre traitement? Parce que voilà, ils savent très bien aussi faire en sorte de nous faire plaisir, et c'est pas forcément le but. Donc ça permet aussi d'ouvrir les discussions, et puis aussi d'avoir des indicateurs pour le suivi ultérieur. Donc ces asthmes qui n'étaient pas contrôlés, sous palier Gina 4 ou 5, donc asthme difficile. Globalement, la population, si on regarde un petit peu qui c'était, moyenne d'âge de 45 ans et une majorité de femmes, un BMS à 83% en moyenne, avec une pression thérapeutique quand même à 1600 microgrammes d'équivalent Béclo. Et puis c'est quand même des patients qui étaient hospitalisés dans les 12 mois avant le passage à l'école de l'asthme. Ils avaient eu 1,7 en moyenne hospitalisation, et ils avaient en moyenne 3 exacerbations et demie dans l'année qui avait précédé l'école de l'asthme.
Donc c'est quand même des patients, vous imaginez la qualité de vie d'un patient qui a eu 3 exacerbations dans l'année. Ça, c'est des patients qui sont à risque de mort par asthme. Hein. Il faut être clair, hein. Là vous avez des patients, et vous avez vu le VMS, hein. Il n'est pas flippant le VMS. Par contre, le reste, ils ont une pression thérapeutique, ils ont des corticoïdes inhalés à dose max. Ils ont été... Et un asthmatique qui va aux urgences, c'est jamais une danseuse. Hein. Oubliez, alors aux urgences, les gens vont dire ah, c'est encore un asthmatique, il vient, un asthmatique qui vient aux urgences, il est au bout du bout de ce qu'il sait faire tout seul. Donc un asthmatique aux urgences, c'est toujours un asthmatique en danger. Et les exacerbations, encore une fois, une exacerbation, c'est 3 à 4 semaines de dégradation, une semaine de corticoïdes, 3 à 4 semaines de récupération. Donc une exacerbation, c'est 2 mois pas bien. Si vous faites 3 à 4 exacerbations par an, vous faites le calcul, c'est 6 à 8 mois pas bien. C'est-à-dire en fait, entre la moitié de l'année à 2 tiers de l'année. C'est des gens qui n'ont pas un seul jour sans asthme. Et pourtant, quand on les regarde comme ça, on va te dire ouais, mais les gars, ils ont un VMS qui est bien, quoi. Donc il faut faire gaffe. Hein. Ça, c'est risque de mort par asthme. Donc c'est vraiment des feux orange foncé. Jean-Marie, t'es d'accord, hein? Tout à fait. Ouais, tu me dis hein, si je dis des conneries. Alors ces patients, donc asthme difficile, on a essayé un petit peu d'identifier voilà, qu'est-ce qui se passe pour eux, comment ça se fait qu'on n'arrive pas à les contrôler avec des doses quand même relativement élevées de corticoïdes inhalés. Donc avec tout ce bilan qu'on leur propose, on a pu identifier donc un patient sur 2 quasiment souffrait d'allergie aux acariens. Donc un père annuel qui forcément peut... En plus, il n'y en a pas du tout dans les maisons, hein, les acariens. C'est un truc, c'est pas fréquent, heureusement. Dans les régions, il n'y en a pas du tout. Non, c'est pas, ça va. Polypose nasocinusienne à 9%. On avait 43% de patients qui montraient une anxiété donc sur le score HAD. On est bien d'accord, c'est du déclaratif, mais ça permet quand même d'établir un petit peu les choses et puis ça ouvre aussi la discussion derrière. Donc c'est pas rien. Des patients qui étaient pour 16% encore tabagique actif, 44% qui montraient un IMC au-dessus de 30%. Vous allez voir où je vais en venir. Hein. Un patient sur 2 qui montre une petite défectueuse de la prise de son inhalateur et 3/4 des patients qui n'avaient pas une observance optimale de leur traitement. Alors si on prend le titre de l'atelier là, comorbidité ou prise en charge de l'asthme. Alors là, ça c'est le boulot de l'équipe de pneumologie. Voilà. Ça, il faut... Ah non, pardon. Non, ça peut être interactif. Ça c'était... Ah putain. Putain, on peut bien être tranquille maintenant, il faut bien rien toucher. Donc ça c'est le boulot de l'équipe de pneumologie. C'est l'éducation thérapeutique, c'est la prise en charge, c'est machin. De toute façon, quand on regarde les asthmatiques en France, 80 à 90% des asthmatiques en France vont très bien avec des toutes petites doses de corticoïdes inhalés, à condition de les prendre, et correctement. Donc ça, c'est le boulot de l'équipe de pneumologie. Si on regarde le reste, les acariens, le tabac, l'anxiété, la polypose avec l'absence d'odorat, l'obésité, ça c'est beaucoup plus compliqué. Et encore, on n'a pas mis d'hyperventilation. Et donc, si vous regardez l'anxiété, on parlait tout à l'heure de gens aux urgences, et des gens qui parfois ont expérimenté la sensation de mort imminente. C'est-à-dire qu'ils regardent le panneau des urgences et ils disent, bah oui, fini. Alors ça paraît con comme ça, mais en fait, c'est la réalité de leur exacerbation. Ils se disent, là, je vais mourir. Et on imagine à peu près le stress post-traumatique que ça peut générer. Donc l'anxiété, 43%, on se dit même que c'est peut-être un peu sous-évalué. Hein. Et donc on voit et on se dit, ok, je fais quoi? Je prends en charge les comorbidités ou je prends en charge l'asthme? Ça, c'est quasiment que son asthme, cette anxiété. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de confiance dans la respiration. Pardon, je t'interromps comme ça. Non, mais c'est très bien. Ouais. Juste pour info, pour l'HAD, l'anxiété, c'était supérieur à 8 ou à 11? 10. À 10. Ni l'un ni l'autre, 10. 10, d'accord, donc plutôt près de 11 que de 10. Et pour l'environnement, vous avez la possibilité de faire passer des CMI facilement ou c'est compliqué? Facilement, non. Avec des délais, oui. On a une CMEI pour tout le 93, 94, ah oui, 95. Et après, sinon, c'est 77. Alors là, je ne sais pas si vous voyez le département 77. Oui, il fait la taille de la moitié de l'Europe. Et donc l'ARS prend en charge ces CMEI. Mais alors c'est pris en charge dans Paris par la ville de Paris et c'est très peu pris en charge par l'ARS. En 78, moi j'ai quasiment pas de possibilité d'avoir ça.
On a de la chance dans le Nord-Pas-de-Calais. On a de la chance dans le Mais Nord-Pas-de-Calais. c'est variable selon les ARS en fait. Il y en a plus, tu as raison, dans le 95, il y a plus. Donc en gros, l'ARS d'Île-de-France, c'est quasi nul le CMEI, et c'est très variable d'une ARS à l'autre. Merde, comme j'ai tapé sur le machin. Vire le tactile. Tu veux pas désactiver le tactile, tu tac et désactiver, ça doit être ça là. Ok, Bon merci. merde, je sais pas si c'est facile, c'est Non, bon. c'est bon. Donc voilà, nous ce qu'on fait à l'école, enfin ce qu'on fait chez nous, plus tableau précisément tactile. depuis que moi je suis devenue IPA et que j'ai la possibilité de revoir les patients plus rapidement qu'une consultation pneummo qui pourrait être 6 à 9 mois plus tard. Je dis pas qu'ils essayaient pas, ils essayaient les pots, mais c'était très compliqué de le faire. En fait, toute cette démarche, c'est pas que la IPA du tout, c'est toute l'équipe. Donc c'est la prise en charge de ces facteurs aggravants. Donc l'environnement domestique, on vient d'en parler, il y a 65% d'atopiques. Qu'est-ce qui se passe à la maison? Alors évidemment, on peut leur demander est-ce qu'il y a des moisissures, est-ce qu'il y a de l'humidité. Le mieux, c'est d'avoir un conseiller de l'environnement intérieur, mais on a bien vu que c'était très compliqué. Donc il faut interroger le patient, il faut prendre le temps de savoir où il vit, dans quoi il vit et comment il entretient son environnement. Donc ça fait partie des choses qu'on leur propose à l'école de l'asthme. Et puis bien sûr, on essaye de voter sur la tête, ça ne nous aide pas beaucoup. Polypose nasosinusienne, donc là clairement ça va être le job des ORL. Alors nous, on leur propose déjà un scanner des sinus qui va potentiellement quand même nous aiguiller, savoir si on doit s'inquiéter ou pas, et puis aussi sur la symptomatologie bien sûr du patient. Il n'y a pas que la polypose, il y a la rhinite allergique évidemment, donc tout ça. Alors ça implique maintenant en fait de travailler non pas avec des ORL mais avec des rhinologistes. C'est-à-dire qu'à Lille, vous avez une grosse école de rhinologie depuis Daras, donc ça fait des années. Et donc c'est inclus dans la collaboration avec Wallard, tout ça, dans toute la région. C'est inclus la collaboration pneumo-ORL, mais pas ORL, pneumo-rhinologiste. Alors vous avez des écoles de rhinologie en région parisienne. C'est sûr que c'est clairement Créteil et maintenant Bicêtre. Et que de plus en plus, maintenant qu'ils ont la prescription des biothérapies, ils s'intéressent à la rhinologie. Mais ça vous oblige à adresser non pas un ORL, mais un ORL qui est un tout petit peu sensibilisé à la rhinologie. Voilà. Alors on avait nous aussi à Montfermeil un parcours de soins un petit peu facilité, on a un ORL qui est parti, c'est un peu plus compliqué. Bon, on arrive quand même et puis on a aussi sur Paris quelques adresses aussi sur lesquelles on peut s'appuyer. La prise en charge de l'anxiété, c'est 43% de patients anxieux. Donc comment on peut aider ces patients à gérer cette anxiété? Alors évidemment ils nous disent à l'arrivée c'est quoi vos besoins, et vous venez là, vous venez nous voir, mais sur quoi on va pouvoir vous aider? Et eux c'est mieux connaître ma maladie, mieux savoir connaître mes traitements, je serai moins anxieux si déjà je connais mieux ma maladie. Donc ça se fait en ETP. Savoir quoi faire. Qu'est-ce que je fais quand j'ai des symptômes, ils sont plus ou moins forts, ils passent plus ou moins, ça dure longtemps. Qu'est-ce que je fais? La remise du plan d'action aussi au niveau de l'école de l'asthme qui leur permet de savoir un petit peu comment gérer les différentes situations. Et puis c'était quand même une grosse demande, c'est aidez-nous à gérer notre stress, quoi. Un stress qui peut être, comme le dit Gilles, consécutif à des hospitalisations, des sensations de mort, etc. Donc, qu'est-ce qu'on leur propose? À l'école de l'asthme, il y a déjà une séance, un groupe d'échange en fait avec un psychologue pour aborder tout ce qui est vécu de l'asthme, gestion avec l'environnement, avec l'entourage, au travail, etc. Et puis, on a la kiné qui les aide à avoir un petit peu une meilleure connaissance de leur appareil respiratoire et surtout savoir comment utiliser cet appareil respiratoire pour ne pas évidemment hyperventiler, mais aussi pour ne pas avoir juste simplement une respiration inappropriée qui pourrait aggraver les symptômes. Et puis, si besoin, on va se poser la question, est-ce qu'on a besoin de faire un test d'hyperventilation? Ce patient, je fais un test inhumégène, il est un peu élevé, mais il décrit des choses, donc voilà, on peut dépister et puis rééduquer le syndrome d'hyperventilation. Et ça, c'est important parce que ça peut vraiment compliquer la prise en charge de l'asthme. Et puis, bien sûr, on leur propose aussi, alors, c'est dans un monde idéal, de faire de la relaxation. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des patients qui vont oublier. Vous
pouvait être zen, qu'on pouvait se relâcher. Et ils ne se l'autorisent pas toujours, et puis ils n'ont pas le temps, ils sont un peu comme nous aussi. Mais leur donner une petite, voilà, un aperçu de ce que ça peut faire, de se dire, je prends un temps, je stoppe, je me mets dans ma bulle, ça peut être important parce que ça peut aussi faire reculer l'impact de l'anxiété sur leur maladie. Attends, je vais faire un commentaire. Les commentaires, je pense qu'on va tous aller bosser à Montfermeil, Ouais, parce que ça a l'air sympa. Mais c'est pas Montfermeil, vous l'aurez c'est bien. pas Montfermeil, ouais, c'est ça, parce que... 93, on appelle ça. Voilà. Alors, tout à l'heure, j'ai fait un commentaire sur le service de Federer. Il joue plus, le pauvre, mais il avait vu jouer, puis c'était beau, quoi, c'était délié, machin. S'il croyait que ça mieux vu d'un coup, il l'a fait, mais des milliards et des milliards de fois, ça, comment il passe le coude, machin, tout ça, le rythme. Et donc, en fait, la maîtrise, c'est ce qu'on demande aux patients, c'est d'avoir de la compétence, et la maîtrise naît de la répétition. Or, l'éducation thérapeutique, la plupart du temps, c'est une session. Et penser qu'on va avoir de la maîtrise avec une session, c'est illusoire. Ça veut dire que pendant la consultation, que ce soit la consultation d'IPA, que ce soit la consultation de pneumologie, il faut aussi revenir sur les mots, sur la façon dont le patient parle de sa maladie. Quand il dit « j'ai fait des crises », ok, j'ai fait des crises, le docteur dit « il fait des crises », il faut qu'il voit le pneumo. C'est quoi la crise? C'est quoi les symptômes? Il y a eu de l'oppression thoracique, il y a eu des sifflements, il y a eu de la toux, il y a eu des quintes de toux, ça vous a réveillé la nuit, c'était difficile de respirer, c'était quoi? C'était de l'oppression, c'était de la douleur, c'était... Voilà, et donc des mots comme ça pour identifier, parce que c'est comme ça qu'on apprend la maladie, c'est comment quand c'est grave, c'est comment quand c'est pas grave, c'est comment quand c'est grave, qu'est-ce que je peux faire quand c'est grave. Et donc petit à petit, c'est pareil, docteur, je fais des bronchites, alors je vais prendre l'accent lillois, ah. Donc, et en fait, bronchite, ça marche pas, bronchite, parce que c'est pareil, le docteur, il dit, vous comprenez, il fait des bronchites, le patient dit, bah c'est le docteur qui m'a dit que c'était une bronchite. Ok, une bronchite de 3 semaines, ça n'existe pas, c'est pas une bronchite. Il s'est passé quoi? Et donc une bronchite de 3 semaines, c'est une exacerbation d'asthme, c'est une poussée d'asthme. Ah bon, docteur, c'est de l'asthme? Ouais, c'est de l'asthme. Et donc c'est comme ça que petit à petit que le patient apprend, parce qu'il y a un temps éducatif de la consulte à reprendre avec lui ce qui s'est passé. Et donc c'est aussi ça, mieux connaître la maladie. C'est-à-dire que quand on identifie les symptômes, quand on dit « ah ben oui, mais ça c'est mon asthme », déjà, eh ben, une fois qu'on a dit « oui, c'est mon asthme », « ah mais oui, mais machin, il m'a dit ce qu'il fallait que je fasse, j'ai un plan d'action ». Et donc, je mets un truc à côté. Voilà. Et donc, c'est ça qui fait une partie de la gestion du stress. C'est-à-dire que la connaissance, c'est un élément rassurant pour le malade et qui est un élément essentiel si on veut lui confier une part de l'autogestion de sa maladie. Voilà. Donc ça, c'est très difficile. Et la respiration, ça, là, ça, c'est essentiel. Parce qu'on a très peu de kinés qui savent ça. Parce qu'ils foutent 4 patients dans 4 salles avec un complexe qui fait comme ça pendant une demi-heure, parce que comme ça, ils ont 4 consultes. Et une consulte comme ça prend une demi-heure et c'est pas rentable. Mais il n'y a plus un seul asthmatique qui sait respirer normalement. C'est-à-dire que quand vous leur demandez de respirer, si vous leur dites, bah, contrôle ta respiration abdominale, machin, tout ça, ils font tout à l'envers. Et vous allez dire, bah, vous ne savez pas respirer? Bah non, en fait, je respire comme ça, donc il faut... Et donc, il y a tout un apprentissage de la respiration. Jean-Marie, tu confirmes? Oui, et puis de fait c'est le kiné, mais c'est aussi la cohérence cardiaque, la méditation, la sophrologie, le yoga, le tai chi. Enfin, alors moi je milite, j'aimerais bien que dans mon centre il y ait des ostéos qui travaillent sur les dômes pleuraux, sur les articulations pneumosternales, sur le diaphragme, parce que c'est des gens qui ont un truc là ici. Normalement si vous avez un diaphragme de quelqu'un de normal, vous faites foum, foum, foum comme ça, en asthmatique, il n'y a rien qui bouge. Voilà. Et après, vous dites, bah, je comprends pas, vous ne savez pas respirer. Et ça, c'est tout un travail qui est difficile et qui peut se faire quand le malade respire à peu près normalement. Et ta patiente qui avait un canal lombaire étroit qui lui faisait mal, etc., son diaphragme bougeait encore moins, quoi. Voilà. Donc, c'est tout cet environnement qui est très difficile. Et il faut reconnaître que c'est une connaissance qui est extrêmement difficile à avoir, parce qu'on n'a pas appris l'asthme sous cet angle-là. On a appris l'asthme, je tousse, je crache, je fais une exacerbation, je bouffe de la cortisone, c'est réglé, machin, tout ça, paf. On n'a pas appris l'asthme sous cet angle-là. Bah écoute, je crois que je vais me filer des picousses tout seul. C'est ça, c'est ne jamais tousser devant un pneumologue. Tu as fait le diagnostic, c'est bon? Ça le parle. Le tabagisme, évidemment, donc on va leur proposer alors 16% de tabagique actif. Il n'y a pas que ça, il y a le tabagisme passif. Il y a encore des personnes qui sont exposées à la maison. Et bon, bah, c'est aussi l'éducation de son propre entourage, donc éduquer le patient pour l'amener à éduquer son entourage.
pas toujours facile. Et puis, bien sûr, on va proposer intervention de tabacologue. Je peux, moi, induire aussi les traitements de substituts nicotiniques. On n'oublie pas que la prise en charge du tabagisme, c'est à tout moment. Je veux dire, en hospice, en consultation, ça devrait être partout. De se dire, j'évalue la situation, voilà, une intervention brève, j'évalue la consommation, j'évalue savoir le patient où il en est, à quel stade de changement, est-ce qu'éventuellement il y aurait peut-être quelque chose. Il n'est pas prêt, il est content comme ça, bon, ok, on lui rappelle, oh, vous savez bien, hein, on vous a déjà expliqué, je pense. Bon. Et puis, s'il est prêt, pourquoi pas, on donne une ordonnance, et puis, parce que ça, son temporalité à lui, c'est peut-être dans 2 mois, et puis dans 2 mois, il n'aura pas plus de professionnel de santé. Donc, voilà, on n'hésite pas à faire des ordonnances de substitut si le patient le veut bien. L'obésité. Alors, ouais. Dans notre cohorte, voilà, on a plus d'un tiers de nos patients qui est en situation d'obésité, et là c'est compliqué, comme tu dis, ouais, je suis essoufflée, je ne peux pas bouger, si on ne leur propose pas un parcours de soins un petit peu particulier, tout seul ça va être très compliqué. Donc on a, nous sur le site des Ormes, on avait, je dis parce que là momentanément pour l'instant c'est à l'arrêt, on proposait aux patients d'avoir des ateliers individuels ou collectifs avec intervention d'une diététicienne, d'un coach en activité physique adaptée ou kiné, les deux essentiellement, et qui permettait aux patients, alors c'était la prise en charge de l'obésité et plus largement dans les maladies chroniques. Donc c'est important de pouvoir les accompagner, savoir où ils en sont au moment où ils entrent dans le programme, où est-ce qu'on veut les amener. C'est important de pouvoir lutter contre la désadaptation à l'effort, bien sûr. Donc le but c'est de les remettre avec un IMC correct. Et ça, est-ce qu'on y arrive avant de se dire c'est un asthme sévère et je mets une biothérapie en place? Je vais faire un commentaire là sur l'avant-dernier patient. C'est bien, il marche encore. Il faut quand même voir que quand vous avez des gens qui font 3 exacerbations par an, vous leur filez une semaine de cortico, ils ont une dérégulation du métabolisme pendant 3 à 6 mois. S'ils font 3 exacerbations par an, ils n'ont jamais un métabolisme normal. Ils ont toujours un métabolisme glucidique qui est perturbé simplement par 3 fois des corticoïdes oraux. Si vous rajoutez là-dessus des corticoïdes inhalés à forte dose, et quand vous avez du Seretide 500 ou du Symbicort 400 de bouffée matin et soir, vous avez un passage systémique qui est suffisant pour freiner l'axe hypothalamo-hypophysaire comme, on va dire, 3 à 5 mg de corticoïdes oraux par jour. Donc quand on dit à ces gens-là de perdre 3, 4, 5, 10 kilos, c'est plus compliqué. Ils ont un handicap supplémentaire parce qu'ils ont une régulation métabolique qui est perturbée. Ils ont en plus de la cortisone qui passe un peu quand même quand c'est inhalé, avec une appétence pour le sucré, pour machin, tout ça. Et donc il faut concevoir que perdre du poids pour un asthmatique, alors qu'en plus il a bouffé des corticoïdes comme jamais et qu'il n'y a plus de muscles, perdre du poids, c'est pas une évidence, c'est une vraie difficulté, c'est une vraie course d'obstacles. Il faut prendre un peu. Et puis en plus, vous avez vu combien de docteurs il a déjà vu, hein. Il a vu le pneumologue, il a vu l'IPA, il a vu l'ORL, il a vu le tabaco, il a vu le diététicien, il a vu machin, enfin, il y a un moment, il faudrait lui filer un peu de douceur, quoi, parce que tout le temps, quand même, le pneumologue, il a l'empathie d'un dolmen, et c'est vrai que dans tout ça, il y a un moment, il lui faut de la douceur, parce qu'il n'y a que des choses à faire, quoi, et que des choses difficiles à faire. Donc c'est pas simple. Donc il y a un moment, si on peut lui donner quand même la possibilité de respirer un petit peu, même avec des picouzes, il ne faut pas s'en priver, hein. Je crois que j'ai fait passer mon avis. Ouais, là. Oui, il faut prendre en charge les symptômes. Technique défectueuse, voilà, un patient sur 2, je pense que vous faites le constat, vous, hein, quand vous voyez vos patients. On sait que c'est un facteur de mauvais contrôle de la maladie, hein, donc il ne faut pas s'en passer, il faut que ce soit à chaque fois l'évaluation de la prise de technique de je continue sur l'empathie. Hein. Quand vous passez le permis à 18 ans, vous faites 0 faute. Quand on est à nos âges, là, le stop, ouais, personne. Le feu rouge, personne. Voilà. Et donc, il faut accepter que le malade, il perde le fil de la qualité de sa prise. Voilà. Et donc, c'est pour ça que le GINA nous dit, à chaque fois, réévaluer la prise. D'autant plus qu'ils peuvent avoir plusieurs inhalateurs, plusieurs techniques différentes. Même les professionnels peuvent s'y perdre aussi, hein, on est bien d'accord. N'hésitez pas, vous ou pour vos patients, à vous référer au guide Zéphyr qui est accessible sur Internet, sur le site de la STLF. Vous aurez peut-être un crush avec Mathieu Molimar, on ne sait jamais.
Mais ça peut aider, vous, vos patients, mais voilà, il faut vraiment se dire qu'à tout moment, c'est important d'identifier des problèmes de technique de prise. Je vais passer là-dessus rapidement, mais on le fait à chaque fois, chaque occasion. C'est une occasion de se dire, je vais améliorer la technique et je vais améliorer l'efficacité de son traitement. Je vais peut-être améliorer la qualité de vie du patient. Donc, il réalise, même si ça fait 30 ans qu'il le prend, son traitement, comme on dit, voilà, ça fait 30 mois que je le prends, ça fait peut-être 6 mois que j'ai un peu dérivé parce que je suis un peu moins vigilant. Donc, il réalise son inhalation devant vous, vous lui demandez qu'est-ce qu'il en pense, est-ce que lui il est à l'aise, est-ce que ça lui va, est-ce qu'il pense que c'est efficace. Et puis, c'est important de reprendre chaque étape. Et quel est l'intérêt de chaque étape? Parfois, ils disent oui, ben oui, je sais qu'il faut bloquer, ou je sais qu'il faut vider avant mon inhalation. Pourquoi? Il y a un risque, s'il ne comprend pas pourquoi, il ne va pas continuer à le faire très longtemps. Donc voilà, réexpliquer l'intérêt des étapes, on lui montre et puis on lui demande de refaire. Et puis si on le revoit 6 mois après et qu'il nous dit « Non, la dernière fois vous m'avez montré comme ça », mais voilà, on est humble et on refait. Et voilà. Mais c'est vrai que c'est peut-être un temps plus simple sur de l'ETP ou sur une consultation IPA que dans une consultation médicale où le rapport au docteur est un peu plus difficile. Enfin, voilà. En hospi aussi, en hospi, oui. Qui est un peu différent. En hospi. Passe peut-être à ton cas clinique parce qu'on est déjà au bout du... Bon, l'inobservance, évidemment, on travaille toutes les compétences de connaissance de la maladie, de connaissance des traitements et de la tolérance des traitements, évidemment. Et nous, on a ce logiciel qui nous permet d'avancer un petit peu, voir sur les différentes étapes de la vie du patient qui peuvent amener à ce que l'observance, elle soit pas optimale. Donc voilà, on anticipe un petit peu là-dessus, on essaye, mais bon, on ne sait pas trop si ça donne quelque chose pour l'instant. Donc la prise en charge pluridisciplinaire, je crois qu'on est d'accord, c'est super important pour la prise en charge des comorbidités, facteurs aggravants. Tout seul, on ne fera rien. On reprend, alors il n'est pas beau, on fera ça mieux je pense dans le futur, mais le patient, pour qu'il ait un support, se dire voilà, quels sont les éléments sur lesquels je peux peut-être essayer de faire quelque chose. On ne fera pas tout d'un coup, la pelote de laine, on ne la démerde pas d'un coup, on tire un fil et petit à petit, on avance avec le patient. Je vais plus vite parce que là sinon on n'aura pas le temps. Le parcours de soins, donc je vais vous dire rapidement, c'est que finalement, un asthme difficile, je le revois à 3 mois. Je réévalue un petit peu le contrôle de la maladie, l'évolution des facteurs aggravants modifiables, et puis on réajuste, on repropose si nécessaire d'autres choses. Je vous présente là la situation, et après, si l'asthme reste non contrôlé au bout de 6 mois et que j'ai fait ce que je pouvais au niveau des facteurs aggravants, à un moment donné, il faut se dire, voilà, c'est un asthme sévère, et même si on n'a pas tout corrigé les facteurs aggravants, on y va, on améliore la symptomatologie, et je continue derrière à travailler sur les facteurs aggravants. Là, c'est le cas d'une patiente qu'on avait vue à l'école de l'asthme en 2022, qui présentait un asthme persistant allergique. Elle avait donc un TBO à ce moment-là qui était modéré, un VEMS à 69%. Et on avait identifié chez cette dame qui était seule avec ses 3 enfants, 46 ans, on avait identifié une obésité, de l'anxiété, une exposition allergique à la maison avec une allergie aux acariens. Cette patiente était suivie à l'extérieur. Malheureusement, on ne l'a pas revue. On essaye de revoir nos patients à 1 an, sinon avant, si c'est possible. Et moi, je n'étais pas encore IPA et il n'y a pas eu la possibilité de la revoir dans le cas des asthmes difficiles. Et qu'est-ce qui s'est passé? On l'a revue. Je vous passe bien sûr, elle avait le score HAD qui était élevé. On la revoit au bout de 2 ans, en 2024. Donc là, je suis IPA et on me l'envoie suite à une consultation avec le pneumologue en me disant bon voilà, ça n'a pas évolué. En effet, là, je n'ai toujours pas contrôlé un ACT à 10. Elle a toujours son TBO, même qui s'est aggravé avec un VEMS à 59%. Et puis, quand j'essaie d'identifier qu'est-ce qui se passe pour cette patiente, où elle en est à ce moment-là, elle est toujours en situation d'obésité, elle a des allergies, alors elle a suivi les conseils d'éviction, mais elle présente quand même des manifestations ORL. L'anxiété est toujours présente avec un score un petit peu plus bas quand même. Et puis j'identifie quand même des produits d'entretien qui sont utilisés de manière quotidienne. Et donc au décours de cette consultation, je ne suis pas sûre d'avoir mis les diapos correctement, bref, au décours de cette consultation, on se dit qu'est-ce qu'on fait? Elle n'est toujours pas contrôlée, facteur aggravant modifiable toujours présent, ok, mais qu'est-ce que je fais? Si je ne l'améliore pas sur le point de vue des symptômes, comment est-ce qu'elle va pouvoir bouger plus? Comment est-ce qu'elle va pouvoir être moins anxieuse?
Donc clairement, voilà, on a fait plus de pression thérapeutique parce qu'elle était sous sérétide singulaire. On a rajouté un anticholinergique. Et au bout de 3 mois, quand je l'ai revue, eh ben, elle avait un ACT à 22. Alors, ACT à 22, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a pris son anticholinergique en plus du traitement habituel. Son VMS est remonté à 70%. Mais qu'est-ce qui s'est passé aussi? Ben, elle a perdu 14 kilos dans l'intervalle. Pourquoi? Elle s'est remise à bouger, elle a essayé de manger correctement. Elle n'a pas pu voir le nutritionniste parce qu'elle n'avait pas le temps. Et puis, meilleure sensation de confort respiratoire, et puis tout s'est déclenché. Et donc, au final, bon, là, on n'était pas encore dans l'asthme sévère, on est bien d'accord, on est dans l'asthme difficile, mais finalement, j'attends pas d'avoir pu améliorer tous mes facteurs aggravants, et je fais une pression thérapeutique. Et qu'est-ce que je fais après? Si elle a réussi à tout améliorer, et puis elle a une bonne fonction respiratoire, toujours temps de se dire, bon, on réévalue le traitement, ok. Mais voilà, et puis si elle était toujours pas contrôlée, après c'est asthme sévère potentiellement, et puis biothérapie, même si les facteurs aggravants, on n'arrive pas toujours à tous les améliorer. Il faut tenir compte, on fait de l'ETP, c'est les besoins, les ressources du patient, les priorités de mon patient. Hein, parfois, nous, on va identifier, bon, il y a ça, ça, ça. Sur quoi est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir agir? Parce que nous, on peut vous aider sur le plan thérapeutique, mais il faut aussi, vous, que vous nous aidiez sur le plan de tous ces facteurs aggravants. Donc c'est main dans la main et on avance, quoi. Donc, vous avez peut-être des pratiques, des idées qui vous viennent, des situations de patients qui vous ont posé souci, ou vous avez dit, tiens, je comprends pas, on l'a déjà mis sous biothérapie, alors que, je sais pas moi, il fume encore, il y a ça. Et puis qu'est-ce qui s'est passé derrière? Moi j'ai toujours des patients sous biothérapie qui fument. Et comme on les revoit tous les 3 mois, tous les 3 mois, on retravaille sur justement le tabagisme. Ouais. Moi en plus je fais beaucoup d'entretiens téléphoniques régulièrement entre les 3 mois. Ouais. Et il y en a certains pour qui au bout d'un moment il y a le déclic et tout, puis il y en a certains, on n'arrive pas à avoir le déclic par rapport au tabagisme, même si ils fument que 3-4 cigarettes, mais pour eux c'est justement que 3-4 cigarettes. Ouais. Et on a du mal à progresser, hein. J'en ai un. Moi j'en ai une patiente là tout récemment, on lui a changé la biothérapie, elle fumait toujours. Et amélioration de son état, elle a arrêté de fumer. Alors il y a un petit quand même biais, c'est-à-dire qu'elle s'est mise en retraite. Et quoi, elle s'est dit, voilà. Donc il faut pas lâcher, il ne faut pas désespérer. Et puis c'est pas parce que nos patients ne seront jamais parfaits, comme nous. Ah, c'est des relous, hein. Et malgré ça, il ne faut pas leur proposer des thérapeutiques qui puissent leur permettre de vivre, quoi. Voilà, je sais pas, t'as une conclusion, Gilles? Non, je crois que c'était bien, hein. Non, merci, c'est vrai.